la dernière fois, on a vu la notion d'application linéaire. Donc, soit R, une application de RP dans Rn. Donc, RP veut dire l'espace vectoriel de dimension P. Rn, c'est l'espace vectoriel de dimension N. Et cette application est toujours représentée par une matrice disons A, telle que l'action de cette application sur un vecteur est juste égale au produit matriciel de AV, pour V qui est dans l'espace de départ. Et donc, une application est linéaire, c'est seulement s'il existe une telle matrice qui la représente. Et maintenant, on va définir deux notions essentielles qui sont associées à une application linéaire. Donc, d'abord, c'est le noyau, noté par ker, et donc R, c'est pour kernel en anglais. Donc, le kern de R, c'est un sous-ensemble de l'espace de départ qui contient les vecteurs qui sont envoyés à 0. Okay. Donc c'est un sous-ensemble de l'espace de départ. Et bien sûr, avec cette formule de représentation matricielle, c'est juste l'ensemble de solutions pour un système homogène. Okay. Parce que ça, c'est juste, on a déjà vu que ça, c'est un système d'équations linéaires homogènes. Et donc V, c'est l'ensemble de solutions pour ce système. Et aussi, on a l'image de F qui est notée par image, qui est un sous-ensemble de l'espace d'arrivée tel que, donc ici c'est intuitif, donc tel que V est vraiment dans l'image de F, c'est-à-dire qu'il existe un vecteur dans l'espace de départ dont l'image est égale à V. Okay. Donc ça, c'est un sous-ensemble de R de N. Ok. Et donc les deux sont des sous-espaces vectoriels. Okay. Donc c'est ça qui est important. Donc ce ne sont pas seulement des ensembles, mais ce sont des sous-espaces vectoriels. Et bien sûr, on peut vérifier avec la définition du sous-espace vectoriel. Okay. En fait, on a une notion de dimension pour un sous-espace vectoriel. Okay. Donc pour S, un sous-ensemble, un sous-espace vectoriel, donc la dimension de F, c'est le nombre de vecteurs d'une base de cet ensemble, où c'est le nombre minimal de vecteurs d'une famille génératrice. C'est le nombre maximal de vecteurs d'une famille libre. Et en fait, parfois, S est écrit comme un sous-espace vectoriel engendré par plusieurs vecteurs. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est juste les combinaisons linéaires de ces vecteurs.
fait, engendrer veut dire quoi? Veut dire qu'on doit avoir un sous-espace vectoriel qui est le plus petit qui contient tous ces vecteurs-là. Okay. Parce que pour être un sous-espace vectoriel, on doit avoir l'addition et la multiplication linéaire qui préserve cet ensemble. C'est-à-dire que cet ensemble doit être clos par rapport à l'addition et la multiplication linéaire. C'est-à-dire qu'une fois cet ensemble contient V1 et Vt, si c'est vraiment un sous-espace vectoriel, ça doit contenir aussi les multiplications linéaires et les sommes. Okay, donc c'est tous les vecteurs de cette forme. Donc si on a une écriture comme ça, donc on peut définir une matrice M en mettant juste ces vecteurs comme les colonnes de cette matrice. Et après, donc il y a un moyen de calculer facilement la dimension de E. La dimension de S, c'est juste le rang de cette matrice. Okay. Et pourquoi ça c'est intéressant? Parce que par exemple ici, pour calculer la dimension de l'image de F, on peut utiliser ça. En fait, on voit que cet ensemble, en tant qu'espace vectoriel, est engendré juste par tous les AE1, AE2 jusqu'à AEP, où E1, E2, EP, ce sont les vecteurs canoniques, comme ça. Parce que tous les vecteurs dans RP est une combinaison linéaire de ces vecteurs. Et donc, si on veut comprendre l'image d'un tel vecteur, il faut juste comprendre l'image de chaque vecteur dans cette base. Et après, on écrit n'importe quel vecteur comme une combinaison linéaire de tous ces vecteurs et on applique A. On applique F et on obtient une combinaison linéaire de AE1, AE2 et AE2. Mais AE1, c'est quoi? C'est juste la première colonne de A. Okay? Si on fait le calcul A avec ce vecteur en tant que produit matriciel, ça c'est juste la première colonne de A. Et pareil, AE2, c'est la deuxième colonne de A. Donc en fait, donc l'image de F, c'est juste engendré par toutes les colonnes de A en tant que vecteur, en tant qu'espace vectoriel. Et donc la dimension de l'image de F, c'est juste le rang de la matrice A qui représente F. Ok. Et ici, c'est pareil. En fait, ici, on voit que ça, c'est juste un ensemble de solutions pour un espace vectoriel, pour un système linéaire. Mais on a déjà vu que, en fait, on peut toujours représenter un ensemble de solutions en choisissant quelques variables libres. Et donc, en fait, c'est un ensemble qui sont écrits d'une manière comme combinaison linéaire de ces variables libres. Donc, en fait, la dimension du kerre de F, c'est juste le nombre de variables libres de ce système et qui est égal à P moins le rang de A. Ok, parce que le rang de A, c'est le nombre de pivots, et on a déjà dit que P, c'est le nombre de variables. Donc, le nombre de variables moins le nombre de pivots est égal au nombre de variables libres. Ok, donc la dimension du noyau plus la dimension de l'image est égale à P, qui est la dimension de l'espace de départ. Ok, donc très bien. Donc avec tout ça, on va pouvoir résoudre les exercices suivants. Par exemple, on regarde l'exercice 2. Exercice 3.
Et on a aussi quelques notions de subjectivité et injectivité. Et ça, c'est défini pour n'importe quelle application, donc ce n'est pas nécessaire que cette application soit linéaire. Et donc, dès qu'on a une application, on peut définir la notion d'être injective ou subjective. D'être injective veut dire que les images de deux éléments distincts sont distinctes. Et être subjectif veut dire que pour tout élément dans l'ensemble d'arrivée, on peut trouver un élément dans l'espace de départ, peut-être que cet élément dans l'ensemble d'arrivée est l'image d'un élément sous cette application. Okay. Mais ici, on est dans un espace vectoriel, et donc on peut faire même mieux, parce que pour tester si deux vecteurs sont égaux ou pas, parce qu'essentiellement, on veut que si on a ça, FU égale à FV, on doit avoir U égale à V si F est injective. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir deux éléments distincts dans l'ensemble de départ tels que leurs images sont égaux. Donc, c'est-à-dire que si on a deux images dans F, donc deux éléments dans F, donc on ne sait pas encore si ce sont deux éléments identiques ou pas. Donc, si on a FU égale FV, on doit avoir U égale V. Donc, ça, c'est la définition pour une application injective. Mais ici, on peut faire même mieux, parce que pour la première condition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que FV moins FU est égal à 0, mais vu que c'est une application linéaire, ça vient de dire que F de U moins V égale à 0. Donc, c'est-à-dire que si on a F de U moins V égale à 0, on doit forcément avoir U égale à V. Donc, avec la notion de noyau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, ça c'est juste un élément dans le noyau, et ça doit être nul. Donc, ça veut dire que le noyau contient un seul élément qui est 0. Okay. Donc, F est injective. En tant qu'application linéaire, c'est seulement si le noyau de F contient un seul élément 0. Et dans ce cas, on dit que le noyau est trivial ou le noyau est nul. Et F est subjective, c'est seulement si pour tout élément dans l'ensemble d'arrivée, il existe U tel que V est égal à F de U. En fait, dans ce cas-là, c'est aussi égal à, c'est équivalent à dire que la dimension de l'espace de l'image de F est égale à N. Okay. C'est-à-dire qu'on doit avoir suffisamment grand de, on doit avoir suffisamment nombre de vecteurs dans l'image de F. Mais bien sûr, cet ensemble ne peut pas dépasser l'espace total de Rn. Et donc, au maximum, on peut avoir la dimension de l'image de F égale N. Et dans ce cas-là, F est subjectif. Okay. Et donc, pour un exemple, c'est l'exercice 3.
notre notion de bijectivité. Donc, une application est bijective par la définition. C'est ce nom-ci, c'est une application injective et subjective. Donc, dans ce cas-là, on a une correspondance bijective. Donc, c'est-à-dire qu'un élément dans l'ensemble de départ correspond uniquement à un seul élément dans l'ensemble d'arrivée. Dans ce cas, on dit qu'on a une bijection. Donc, c'est une correspondance entre les deux ensembles. Donc, ça, c'est les notions de base pour tout ça. Et maintenant, on va voir l'exercice 3. Ok, déjà, on sait que dès qu'on voit une application linéaire, on veut la représenter par une matrice, parce qu'on sait déjà très bien comment manipuler avec le calcul de matrice. Donc, par exemple, là, on a une formule, et on sait déjà très bien comment écrire une application linéaire sous forme matricielle. C'est-à-dire qu'on veut qu'il y a une matrice ici, peut-être que la combinaison linéaire de x, y et z donne x moins y et y moins z avec les coefficients ici. Donc il suffit de juste prendre les coefficients qui apparaissent dans ces combinaisons linéaires. Et donc par exemple, pour la première ligne, on doit prendre 1, moins 1, 0 pour avoir x moins y. Et pour la deuxième ligne, on doit prendre 0, 1, moins 1 pour avoir y moins z. Donc ça, c'est la matrice A qui représente f. Okay. Donc avec une telle matrice, on peut faciliter notre calcul. Donc après, déterminer le noyau de f. Alors, comme on a déjà dit que en fait, déterminer le noyau d'une application linéaire, ça revient de la même question de comprendre l'ensemble de solutions pour un système linéaire homogène. C'est-à-dire que par la définition, le noyau de f est l'ensemble de vecteurs dans R3 tel que f de v est égal à 0. Mais ça vient. Mais si on regarde ça, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que f est dans Ker, si et seulement si V est dans Ker, si et seulement si V est une solution pour ce système linéaire. Ok, bien sûr, on sait très bien comment résoudre ce système, parce que ça, c'est déjà une forme échelonnée. Okay, donc c'est très bien, c'est-à-dire que maintenant, on a deux pivots, parce que c'est déjà une forme échelonnée, donc il n'y a rien à faire. Il faut juste prendre une variable libre. Okay, maintenant, on a trois variables, dont deux pivots. Donc, on peut prendre par exemple cette variable-là, qui correspond à z, comme variable libre. Et on écrit x, y en fonction de z. Ok, et donc, c'est-à-dire que maintenant, on écrit y en fonction de z, mais avec cette ligne-là, ça veut dire que z, y est égal à z. Okay. Et après, on remplace y dans la première équation par une fonction en z, mais en fait, y est égal à z, et donc on remplace y par z. Et on voit que, en fait, x est égal à z aussi. Et donc ça, c'est ce qu'on avait fait pour représenter l'ensemble de solutions. C'est-à-dire que l'ensemble de solutions, c'est juste de cette forme z, z, z pour un nombre réel quelconque z. Mais maintenant, on sait que en fait, ça, c'est pas seulement un ensemble, mais un sous-espace vectoriel. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir trouver une famille génératrice et libre. Donc, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir trouver une base qui engendre
cet ensemble. Donc, comment écrire? Donc, par exemple, est-ce que quelqu'un peut me donner un élément ou une base pour cet ensemble? Donc, je vous rappelle que si on a une base V1 jusqu'à Vt, donc bien sûr, d'abord, on doit voir que les vecteurs dans cette famille soient libres. Et après, cet ensemble doit être écrit comme une combinaison linéaire de vecteurs dans cette famille. Okay. Donc, est-ce qu'on peut avoir certains vecteurs dont cet ensemble est juste sous ces formes, c'est-à-dire que comme les combinaisons linéaires de tous ces vecteurs. Par exemple, ici, on voit que Z peut bouger, donc c'est à peu près comme ici. Donc les A, ok, parce que ici, les AI, ce sont des coefficients qui apparaissent dans les combinaisons linéaires. Donc ce sont des nombres libres. Ah, pardon, ici, c'est pas R, N, mais c'est juste R. Donc c'est les scalaires, on appelle ça les scalaires. Donc, si on a une représentation pour un sous-espace vectoriel, d'abord, on a plusieurs vecteurs dans Rn, et après, on a plusieurs scalaires dans R. Donc, ici, Z est dans R, donc ça c'est libre, et donc on peut le faire bouger, donc c'est à peu près comme un scalaire. Donc, c'est-à-dire qu'on doit trouver des vecteurs. Peut-être que les vecteurs ici, ce sont de multiplication scalaire de ce vecteur. Par exemple, comment on peut écrire ça? C'est juste la multiplication scalaire du vecteur A11 par Z. Ok? Parce qu'ici, on voit que ça, c'est la forme qu'on a trouvée pour une solution générale d'enquête de F, donc c'est Z, Z, Z. En fait, ça, c'est juste la multiplication scalaire d'un vecteur par un nombre quelconque. Donc ici, ce nombre quelconque, c'est le scalaire. Et le vecteur fixe, c'est donc ça forme une famille qui engendre cet ensemble vectoriel, ce sous-espace vectoriel, pardon. Okay. Donc en fait, ici, on a une base d'un seul vecteur pour cet ensemble, pour ce sous-espace vectoriel, et donc la dimension de ce sous-espace vectoriel est égale à 1, qui est le nombre de bases de ce sous-espace vectoriel. Et bien sûr, ça correspond à ce qu'on vient de dire, que la dimension de Kerr est égale au nombre de variables libres dans ce système. Okay. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que on sait que le noyau est un sous-espace vectoriel, et donc on doit savoir comment la représenter sous cette forme, c'est-à-dire que comment on peut choisir une base pour représenter le noyau de F. En fait, ça, c'est déjà ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'avant, on avait déjà représenté cet ensemble en fonction de variables libres, mais maintenant, on extrait juste les variables libres comme les scalaires. Donc, on écrit tout ça sous une forme de combinaison linéaire de vecteurs avec des coefficients qui sont les variables libres. Et donc, comme ça, on peut facilement voir la structure du noyau et la dimension, et la relation entre l'image et tout ça. Ah oui, merci à Youssef. Oui, tout à fait. Oui. Donc, Youssef a déjà répondu à cette question en fait. Oui, c'est le vecteur A11 qui forme une base. Oui, exactement. Deuxième question. F est-elle injective ou surjective? Est-ce que F est injective? Non. Pourquoi? Parce que le noyau est différentiel. Oui, exactement. F n'est pas injective, puisque
le noyau est différent de 0. Donc dans ce cas-là, on peut trouver deux vecteurs différents dans l'espace de départ qui ont la même image. Par exemple, on peut prendre juste 0, 0, 0 et 1, 1, 1. Donc ce sont deux éléments différents, mais ils ont la même image qui est 0. 0, 0, 0, 0. Ok. Donc, f n'est pas injectif. Est-ce que f est subjectif? Donc, pour savoir ça, il faut comprendre la dimension de l'image de f. Oui, Lucie? Oui, elle est subjective. Oui. Oui, pourquoi? La matrice, elle est de rang 2. Oui. Et c'est équivalent à Oui, c'est ça. Parce que R2, c'est l'espace d'arrivée. Et l'espace d'arrivée a pour dimension 2. Et ici, donc, il faut comparer donc, avec ça. Pour tester la subjectivité, il faut comparer la dimension de l'image avec la dimension de l'espace d'arrivée. Et ici, l'espace d'arrivée a pour dimension 2 et dimension de l'image de f est égale à 2 aussi, parce qu'il y a deux pivots. Okay. Donc f est subjectif. Et on a dit que, en fait, l'image de f est engendrée par les colonnes de la matrice A. Donc, en fait, c'est juste engendré par les deux premières colonnes. Donc, c'est engendré par les colonnes qui contiennent des pivots. Parce que pour les troisième colonne, ça c'est déjà une combinaison linéaire des deux premières colonnes. Donc, on prend juste les colonnes qui contiennent des pivots et ça forme une base pour l'image de f. Et donc ici, on peut prendre 1, 0 et moins 1, 1 qui forment une base de la dimension de l'image de f. Et ça engendre un espace vectoriel de dimension 2 qui est l'espace total de l'espace d'arrivée. Donc f est bien subjectif. Ok, très bien. Ça c'est plutôt un réchauffement. Et après, c'est à vous. L'exercice 4, et donc ce sont les mêmes types d'exercices, mais on s'habitue petit à petit à ce genre de reformulation plutôt. Parce qu'on a déjà vu tous les calculs, et donc niveau calcul, il n'y a rien de nouveau. C'est juste que comment retraduire les calculs qu'on avait déjà fait en langage d'application linéaire, et le noyau, et l'image, les dimensions, et tout ça. Okay. Si quelqu'un est prêt, vous pouvez venir écrire quelque chose.
trois questions sont vraiment du même type, et donc on fait juste la première, par exemple. Qui veut? Tiens. Pas encore. Mais est-ce que c'est clair pour tout ça? Est-ce qu'il y a encore des questions? C'est bon? Ok. Oui, n'hésitez pas. Hein. Alors, si personne n'a envie, donc on va commencer alors, juste pour un autre exemple, et après vous allez vraiment comprendre que c'est vraiment le même truc qu'on fait à chaque fois. Donc ici, montrer que P donné par cette équation forme un sous-espace vectoriel de R3, et quelle est sa dimension, et de déterminer une base. Ok, donc grosso modo, c'est encore la question de résoudre un système linéaire. C'est représenté sous cette forme d'équation, et bien sûr on peut utiliser une matrice pour écrire ça. Et donc maintenant on compte le nombre de pivots. Il y a combien de pivots? Il y a un seul pivot, oui exactement. Par exemple, on peut prendre ça comme pivot, et donc il y a deux variables libres. Okay. Et donc c'est-à-dire que maintenant on fixe les deux variables libres, donc par exemple ici, donc, qui correspond à x, à y et z. Et on exprime x en fonction de y et z. Mais ça, c'est très facile parce qu'il y a juste une seule relation entre eux. Donc, c'est juste donné par cette équation. Donc, x est égal à moins 2y plus 4z. Et donc, avant, on s'arrêtait ici, on disait que ouais, ça c'est notre réponse pour ce système, et donc on réécrit juste l'équation, mais en fait, ouais, il faut mieux écrire l'ensemble de solutions. Donc, c'est-à-dire que l'ensemble de solutions générales sont de cette forme, avec le premier coordonnée donné par une fonction en y et z, et les deux dernières coordonnées en tant que variable libre pour x et pour y et z dans R. Et donc ça, c'est l'ensemble de solutions qu'on écrivait avant, mais maintenant on veut la représenter en une forme de sous-espace vectoriel, c'est-à-dire qu'on veut trouver quelques vecteurs et on écrit ça en tant que combinaison linéaire avec des scalaires. Donc ici, y et z, ce sont des scalaires, puisqu'ils sont dans R, et on peut les faire bouger. Donc, mais comment trouver les vecteurs? Il faut juste regarder les
coefficients qui vont avec y et z respectivement. C'est-à-dire que maintenant, on veut écrire ça sous une forme de y fois quelque chose, un vecteur plus z fois quelque chose comme vecteur. Donc, qui donne, par exemple, qui donne cette forme-là. Donc, bien sûr, c'est exactement ce qu'on a fait pour comprendre la matrice qui représente une application. C'est-à-dire que pour avoir cette combinaison, il faut juste prendre les coefficients de y et on les regroupe ici. Et ça, on regroupe les coefficients de z. Okay. Par exemple, ici, on regarde juste tous les coefficients de y. Donc, pour le premier coordonnée, c'est moins 2. Pour le deuxième, c'est 1. Et pour le troisième, 0. Et pour les coefficients de z, on les regroupe en un seul vecteur. Donc, le premier, 4. Deuxième, 0. Et troisième, 1. OK. Donc, cette forme générale, c'est juste une combinaison linéaire de deux vecteurs, moins 2, 1, 0 et 4, 0, 1, avec les scalaires y et z. Et donc, c'est exactement représenté sous la forme d'un sous-espace vectoriel engendré par deux vecteurs. Donc, c'est l'espace, c'est le sous-espace vectoriel engendré par ces deux vecteurs. Bien sûr, il faut vérifier que ces deux vecteurs sont libres, mais ici, en fait, on sait déjà, parce qu'on a fait ça, et donc on sait que le nombre de pivots est égal à 1, et donc le nombre de variables libres est égal à 2. Et donc, ce sous-espace vectoriel a pour dimension 2, c'est-à-dire qu'on doit avoir au moins deux vecteurs qui forment une famille génératrice. Mais ici, on a déjà deux vecteurs qui forment une famille génératrice, et donc bien sûr, les deux vecteurs sont libres. Sinon, la dimension est strictement plus petite que 2 et ça ne peut pas engendrer ce sous-espace vectoriel. Et donc, la dimension est égale à 2. Mais bien sûr, on peut aussi vérifier à la main que les deux vecteurs ne sont pas collinaires, et donc bien sûr, ça forme une famille libre et aussi génératrice, et donc ça donne une base pour cet ensemble. Et donc ça, c'est le truc. C'est-à-dire qu'avant, on a vu vraiment tout type d'écriture de cette forme, mais maintenant, on fait juste un peu mieux niveau structure. On veut montrer plus clairement la structure de cet ensemble en tant que sous-espace vectoriel. Et donc, on prend d'abord tous les scalaires. On écrit comme, par exemple, ici, on a deux variables libres, y et z. Donc, on prend les deux variables libres en tant que scalaires. Et donc, bien sûr, il faut trouver des matrices qui vont avec ces scalaires. Et comment trouver? Donc, c'est trop facile. Donc, ici, donc, c'est tous les trucs qui vont avec y. Et donc, on regarde juste terme par terme dans tous les coordonnées ici, les coefficients de y. Et on les regroupe ici. Et ici, donc, c'est tous les coefficients de z. Et après, ça, c'est représenté sous cette forme. Et j'espère que maintenant, vous comprenez mieux. Donc, ça, c'est le truc. Donc, quelle est sa dimension? 2. Et donner une base, et donc, bien sûr, c'est juste ces deux vecteurs. Ok, par exemple, on fait juste rapidement la deuxième question. C'est vraiment vraiment la même chose. Donc maintenant, ça c'est le système à résoudre. Donc c'est comme ça. Donc ici, c'est juste un peu subtil qu'on doit d'abord faire une opération élémentaire pour obtenir une forme, pour obtenir une forme échelonnée. Donc ça, on obtient c'est bon. Okay. Donc ça, c'est échelonné après une seule opération élémentaire sur les lignes. Et on trouve qu'il y a deux pivots et un seul variable libre. Et donc, cet ensemble, donc l'ensemble de solutions, par exemple, si on prend z comme la variable libre, y est égal à z.
d'après la deuxième équation, et on remplace y et z dans la première équation, et on obtient que x est égal à y moins z est égal à 0. C'est ça? Oh oui. Et donc on a 0, z et z. Et donc il y a une seule variable libre, et donc ici, donc c'est facile, donc c'est z fois 0, 1, 1. Ok. Donc c'est l'espace vectoriel engendré par 0, 1, 1, qui a pour dimension 1. Ok. Pour répondre à la question de Youssef, la dimension de P est égale à la dimension de ker P. Alors, en fait, ici, P est un ensemble. Et donc, ker P, je suppose que tu étais plutôt ker F. Non? Donc, F, c'est l'application linéaire ou c'est la matrice qui donne cette équation. Oui, et donc la dimension du noyau de cette application linéaire ou de cette matrice est égale à 3 moins 1. Où 1, c'est le nombre de... 1, c'est le nombre de pivots. Ouais, donc je pense que c'est pour la première question de l'exercice 4, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, exactement. Donc c'est vraiment toujours les mêmes trucs qu'on cherche, mais avec des noms un peu différents. Donc au début, on a vu que le nombre de pivots s'appelle rang, mais maintenant le nombre de pivots est aussi la dimension de l'image. Et au début, on a vu le nombre de variables libres, mais ici, c'est juste la dimension du noyau. Ok, on fait l'exercice 5.
Et bien sûr, pour la première étape, c'est facile. On traduit ça en une forme matricielle. Il doit avoir combien de lignes ici? Parce qu'il y a ici, on doit avoir 4 combinaisons binaires. Et donc ici, il faut avoir 4 lignes. Ok. Et donc, pour la première ligne, on regarde les coefficients dans cette combinaison binaire de x et y, et ça donne 0, 1. Pour la deuxième, c'est de R2 ou c'est de... Ah oui, c'est de y fois x, pardon. Ouais, donc c'est de R2 dans R4, et donc il y a 2 colonnes. Pour le deuxième, et donc on prend 1, 1. Oh non, c'est... Donc c'est y fois y plus 2 fois x. Ok. C'est juste pour voir que... Ok, d'accord. Ok, très bien. Donc c'est 2, 1. Okay, 2 pour x, 1 pour y. Après 1, 0, et après 2, 1. Donc ça, c'est la matrice A qui définit cette application linéaire. Donc maintenant, il faut comprendre le noyau, l'image, et la dimension, et donner une base pour chaque ensemble. Ouais, donc c'est toujours les questions classiques. Donc, il faut comprendre le rang de ces matrices. Donc, on fait les combinaisons, on fait les opérations élémentaires. Et ici, il y a une relation qui est évidente, c'est qu'il y a 2 lignes qui sont exactement pareilles. Donc, bien sûr, on veut juste annuler la 4e ligne par le deuxième. C'est-à-dire qu'on a déjà une ligne complètement inutile. Et après, par exemple, on peut échanger, on peut mettre par exemple ces deux lignes 1, 0 et 0, 1 en tant que 2 premières lignes. Et après, donc ça, 2, 1 est annulé par une combinaison linéaire de 1, 0 et 0, 1. Okay. Donc à la fin, on peut obtenir cette forme comme forme échelonnée. Ici, j'écris d'abord, je change ça, x3, et après... Vous allez apprendre. X2 est remplacé par X2 moins. Donc ça devient 0, et après on met 1, 0 et 0, 1 ici. Donc on a 2 pivots. Donc le rang de ces matrices est égal à 2, et donc la dimension de l'image de F est égale. Ah oui, d'abord, la première question, est-ce que ça c'est une application linéaire? Oui, parce qu'on a déjà trouvé une matrice qui représente cette application, et donc c'est linéaire. Et donc la dimension de l'image est égale à 2, et la dimension du noyau est égale à 2 moins 2, qui est 0. Okay. La dimension est 0 veut dire qu'il contient un seul vecteur qui est 0. Okay. Parce que sinon, si on a un vecteur, dès qu'on a un vecteur non nul, la dimension est plus grande ou égale à 1. Donc ici, la dimension du cœur est 0, donc c'est-à-dire que le cœur contient un seul vecteur 0. Et donc bien sûr, ça c'est la base. Et pour l'image de F, donc ça doit être égal à 2, et donc on a déjà dit que ça c'est engendré par les 2 colonnes. Donc c'est engendré par ces 2 colonnes. Et vu que l'image a pour dimension 2,
et on a deux vecteurs qui engendrent ce sous-espace vectoriel, et bien sûr, les deux vecteurs sont liés aussi. Donc, c'est engendré par ces deux vecteurs. Et ça forme une base de l'image de f. Donc, ça, on a vu que ça, c'est équivalent à l'injectivité de f, c'est-à-dire que le noyau est nul, donc f est injective. Et la dimension de l'image de f est égale à 2, qui est strictement plus petit que 4, qui est la dimension de l'espace d'arrivée. Et donc f n'est pas surjective. Ok. Donc on a vu que niveau calcul, c'est toujours la même chose. Donc on fait les opérations élémentaires sur les lignes pour obtenir une forme échelonnée. Et donc on peut résoudre ce système. Et après, pour répondre aux questions dans ce chapitre, et donc avec le langage de l'application linéaire, de noyau, de Kerr, de l'image, donc il faut juste savoir les définitions et à quoi ça correspond, ou notions qu'on savait déjà. Ok. Parce qu'il n'y a rien de nouveau pour les calculs, c'est juste que comment représenter tout ça, comment interpréter tout ça. Question? Ok, pour les exercices qui restent dans cette feuille, dans les exercices indispensables, c'est plus ou moins toujours du même type. Et je vous propose à regarder l'exercice 9 de la feuille précédente, de la feuille 4, dont on n'a pas encore traité cet exercice, parce qu'il faut mieux comprendre les notions de dimension et de relations comme ça déjà. Donc maintenant, on revient à cet exercice. Donc c'est l'exercice 9 de TD4. Okay. Pour les autres exercices qui restent dans la feuille TD simple, les indispensables, c'est toujours les mêmes types de questions. Donc on se donne une application linéaire et on calcule son noyau, son image, et on
calcule les dimensions et on donne une base. Et niveau calcul, c'est juste les opérations élémentaires sur ligne. Et on utilise les langages ici pour répondre aux questions. Maintenant, on regarde l'exercice 9 de TD4. Donc, on a 5 vecteurs dans R4 et F est engendré par V1, V2, V3 et G est engendré par V4 et V5. Et quelle est la dimension de F, G, F intersection G et F plus G. Okay. Juste pour la définition, donc F intersecte G, c'est juste en tant qu'ensemble. Donc ce sont deux ensembles, et donc bien sûr on peut définir leur intersection, et on peut prouver que l'intersection de deux espaces vectoriels, de deux sous-espaces vectoriels, reste encore un sous-espace vectoriel. Essentiellement parce qu'un sous-ensemble et un sous-espace vectoriel, c'est seulement si les deux opérations, l'addition de vecteurs et la multiplication scalaire, sont closes par rapport à cet ensemble. Et donc, si on a l'intersection, donc on vérifie que ces deux opérations sont à la fois closes pour la première et la deuxième. Et donc, bien sûr, pour leur intersection, ça reste toujours là-dedans aussi. Okay. Donc, j'explique rapidement pourquoi F intersecte G reste un sous-espace vectoriel. C'est juste par la définition. Okay. On vérifie que si on a si on a la somme de deux vecteurs, et donc ça doit être dans F, et ça doit être aussi dans G, et donc bien sûr, ça c'est dans G intersecte G, F intersecte G. Et aussi pour une multiplication scalaire, et donc ça doit être dans F et dans G, donc bien sûr, c'est dans leur intersection. Et F plus G veut dire quoi? Veut dire qu'on regarde l'ensemble de vecteurs qui sont de la forme U plus V. Donc U est un vecteur dans F et V est un vecteur dans G. Donc grosso modo, on regarde le sous-espace vectoriel le plus petit qui contient F et G. Parce que pour contenir F et G, ça doit aussi contenir toutes leurs combinaisons linéaires. Okay. Et ici, on n'a pas besoin de mettre les multiplications scalaires. Pourquoi? Parce que pour F et G, ça absorbe déjà toutes les multiplications scalaires. Ou ici, on peut juste dire qu'en fait, c'est un sous-espace vectoriel engendré par V1, V2, V3 et V4, V5. Parce que F, c'est juste l'ensemble de vecteurs sous cette forme, genre E1, V1 plus A1, V1 plus A2, V2 plus A3, V3. Et G, c'est sous la forme de A4, V4 plus A5, V5. Et donc F plus G, c'est juste tous les vecteurs de la forme A1, V1 plus jusqu'à A5, V5. Ok. Donc ça, c'est la question.
Donc, comment calculer la dimension d'un sous-espace vectoriel représenté sous cette forme? En fait, on a déjà vu que donc V1, V2, V3, ce sont trois vecteurs, mais si on met ces trois vecteurs en tant que colonne d'une matrice, donc j'ai défini une matrice comme ça, en fait, ça c'est juste l'image de l'application linéaire définie par cette matrice. Ok, donc ça, cette matrice définit une application linéaire de R3 dans R4, et on a déjà vu que, en fait, toutes les colonnes forment une famille génératrice pour l'image de cette application linéaire. Et donc, si on écrit une matrice en mettant juste les vecteurs côte à côte dans cette famille, on obtient une matrice qui est une application linéaire dont l'image est juste le sous-espace vectoriel engendré par ces vecteurs. Et donc, la dimension de F est égale à la dimension de cette application linéaire, de l'image de cette application linéaire qui est égale au rang de 1. Okay? Donc l'image de F, c'est juste le rang, la dimension de F, c'est juste le rang de cette matrice. Cette matrice est une matrice en mettant juste les vecteurs côte à côte en tant que colonne. Et voilà, maintenant on sait très bien calculer le rang d'une matrice, donc c'est toujours la même chose. Question, est-ce que le rang pourrait être égal à 4? Non. Pourquoi? Oui, c'est ça, puisque c'est une matrice de taille 3 fois 4 fois 3, et donc le rang doit être plus petit que 3 et plus petit que 4. Okay. Donc ici, au maximum, on peut avoir rang égal à 3, mais on ne peut pas avoir 4. Ok. Et donc, c'est facile. Donc, maintenant, on a déjà traduit cette question en une question classique de calcul de rang. Et bien sûr, c'est pareil pour la dimension de G. C'est juste le rang de la deuxième matrice. Ok. Et pour la dimension de F plus G, donc c'est exactement pareil, c'est le rang de la matrice en mettant A et B collés ensemble. Et donc on peut dire que ouais, c'est une matrice augmentée en mettant les colonnes de B à droite des colonnes de A. Okay. Puisque F plus G, c'est juste engendré par V1, V2, V3, V4, V5. Et donc, si on calcule le rang de cette matrice augmentée, donc ça donne la dimension de F plus G. Et après, en fait, on a une relation entre ces quatre nombres-là, c'est-à-dire que, en fait, c'est pas nécessaire de tout calculer à la main, puisque, en fait, la dimension de F plus G, donc c'est le nombre d'une base de F plus G. Donc, grosso modo, parmi une famille génératrice, et donc on voit déjà que F plus G est engendré par V1, V2, V3, V4, V5. C'est juste qu'on ne sait pas encore s'il y a des relations qui lient ces vecteurs. Et donc, il se peut que ces 5 vecteurs sont libres, et dans ce cas-là, la dimension est égale à 5, mais il se peut qu'il y a des vecteurs qui sont des combinaisons linéaires des autres vecteurs. Okay. Donc, grosso modo, comment déterminer la dimension de F plus G? Il faut choisir les nombres minimums de vecteurs dans V1, V2, V3, V4, V5 qui engendrent F plus G. Donc, bien sûr, on doit avoir F et on doit avoir G. Donc, on choisit d'abord les vecteurs dans la base de F et après, on choisit les vecteurs dans la base de G. Parce que déjà dans V1, V2, V3, il se peut qu'il y a déjà un vecteur qui est une combinaison linéaire de deux autres, ou deux vecteurs qui sont les multiples d'un seul vecteur. Et donc déjà, pour F et G, on choisit juste les vecteurs dans la base. Okay. Et donc, c'est-à-dire que maintenant, pour A, par exemple là, imagine que par exemple on a deux vecteurs qui engendrent F,
Et ici, on a deux vecteurs qui ont chacun G. Et donc, il faut choisir V1, V2, V4, V5. D'abord. Et après, en fait, il se peut que même si juste dans F, ce sont des vecteurs libres, et dans G, ce sont des vecteurs libres. Mais si on regarde F plus G, il y a des relations. Et cette relation veut dire quoi? Cette relation veut dire qu'il se peut qu'on a une relation qui lie V1, V2, V4, V5. C'est-à-dire que, par exemple, si on a une relation entre... ici, j'ai pris juste V1, V2, par exemple, mais plus généralement, si on a une relation de... c'est 5 vecteurs, ça veut dire que on doit pouvoir trouver un vecteur qui est dans leur intersection. Okay. Donc ça, c'est une relation qui lie les vecteurs dans F plus G. Donc une fois on a une relation comme ça, on trouve un vecteur dans leur intersection. Puisqu'on réécrit ça sous cette forme. Donc le premier est une combinaison linéaire de V1, V2, V3, donc c'est dans F. Et ça, c'est égal à moins la combinaison linéaire de V4, V5, avec les coefficients A4, A5. Donc une fois on a une relation entre V1, V3, V2, V3, V4, V5, on a une relation, on a un vecteur qui se trouve dans leur intersection. Ok, donc c'est-à-dire que si un vecteur est dans F intersecte G, ça ne compte pas dans la base de F plus G. Okay. Parce qu'une fois, on a un vecteur, donc c'est un vecteur qui se trouve dans F intersecte G. Et donc, pour prendre une base de F plus G, il faut juste prendre les vecteurs dans la base de F et G qui ne sont pas dans l'intersection de F et G. Si on traduit ça en termes de dimension, donc on compte juste le nombre de vecteurs choisis, donc on obtient cette formule, c'est-à-dire que la dimension de F plus G est égale à la dimension de F plus la dimension de G moins la dimension de F intersecte G. Donc ce nombre, c'est quoi? C'est juste le nombre de vecteurs dans la base de F plus G. Ça contient quoi? Ça contient d'abord les vecteurs de base de F et les vecteurs de base de G privés des vecteurs qui se trouvent dans leur intersection. Puisque un vecteur est dans leur intersection, c'est celui-ci, ça donne une relation dans F plus G. Ok. Donc maintenant, on peut répondre complètement à cette question. Donc pour calculer la dimension de F, de G et F plus G, il faut juste calculer le rang de certaines matrices. Donc ici A, B, ou mettant toutes les colonnes ensemble. Et après, pour calculer F intersecte G, il faut juste utiliser cette formule. Okay. Et une fois on arrive à savoir la dimension d'un sous-espace vectoriel, comment trouver une base? Et donc c'est facile. Par exemple, ici, déjà pour F, G et F plus G, c'est facile, parce qu'il faut juste trouver les colonnes qui contiennent des pivots. Donc après, les opérations élémentaires sur les lignes, ça ne change pas les relations entre les colonnes. Okay, ça, c'est très important. En fait, par symétrie, on peut aussi faire des opérations élémentaires sur les colonnes qui ne changent pas les relations entre les lignes. Okay. Mais juste par convention, on présente les lignes comme les coefficients pour une équation. Et donc, dans ce cas-là, les colonnes, ce sont les vecteurs qui engendrent cette famille. Et donc, si on fait des opérations élémentaires sur les lignes, ça ne change pas la relation entre les colonnes. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai
2 fois V1 plus V2 plus 3 fois V3 égale à 0. Et après les opérations élémentaires sur les lignes, j'ai toujours 2 fois la première colonne plus la deuxième colonne plus 3 fois la troisième colonne égale à 0. Ok, donc c'est pour ça qu'après les opérations élémentaires sur les lignes, on regarde les pivots et on prend les colonnes qui contiennent ces pivots. Et ça, c'est les colonnes qui engendrent ce sous-espace vectoriel. Et donc ça donne une base. Et donc c'est pareil pour B. Et donc ici, en fait, ça c'est très clair parce qu'il y a juste 2 vecteurs et les 2 vecteurs ne sont pas collinaires. Et donc on peut dire tout de suite que la dimension de B est égale à 2. Et donc elle a pour une base qui contient V4 et V5. Et ben, pour F plus G, c'est pareil. On regarde les 5 colonnes ensemble, et donc après une suite d'opérations élémentaires sur les lignes, et on obtient une forme échelonnée. Et donc il y a disons, 3 colonnes qui contiennent des pivots, et donc on prend juste les 3 colonnes de la matrice de départ, ok? On s'en fiche en fait, ou même pour les... pour la matrice de départ. Okay. Ouais, c'est-à-dire que par exemple ici, si à la fin j'arrive à trouver par exemple 1, 0, 0, 0 et 0, 1, 0, 0, et donc je dois prendre ces 2 colonnes, mais ces 2 colonnes dans A, ok? Donc c'est-à-dire que par exemple à la fin je trouve 1, parce que ça c'est toujours le cas, donc soit on peut obtenir l'identité, soit on peut trouver une forme presque comme une identité, c'est-à-dire 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, et après 0, 0, 0, 0. Et donc, dans ce cas-là, c'est les 2 premières colonnes qu'on doit prendre, mais c'est les 2 premières colonnes dans la matrice de départ. Okay? Parce que pour les opérations élémentaires sur les lignes, c'est juste pour trouver les relations entre les colonnes. Mais ici, on doit trouver la base de F, et donc c'est avant les opérations élémentaires, et donc on prend les 2 premières colonnes de A. Donc en gros, il faut choisir parmi V1, V2, V3, et donc bien sûr, on choisit par exemple V1, V2. Et donc pour V1, V2, V3, V4, V5, c'est pareil. Donc on choisit les colonnes qui correspondent au pivot après les opérations élémentaires. Donc on choisit certains vecteurs parmi les 5 qui font une base de F plus G. Et après, comment trouver une base de F intersecte G? Il faut juste trouver un nombre de vecteurs qui correspondent à cette dimension et qui sont inclus dans cet ensemble. C'est-à-dire qu'on doit juste trouver. Par exemple, si je trouve que la dimension est égale à 1, donc j'ai juste besoin de trouver un seul vecteur non trivial dans cet ensemble. Et si j'ai dimension de f intersecte de g égale à 2, disons, donc je dois trouver 2 vecteurs dans cet ensemble qui ne sont pas collinaires. Et comment trouver un vecteur dans f intersecte de g? Donc, c'est encore une fois avec cette relation. C'est-à-dire que j'ai un vecteur dans leur intersection si et seulement si j'ai une relation pour A1, A2, A3, A4, A5. Mais cette relation est donnée par quoi? C'est juste par les opérations élémentaires pour cette matrice. Ok, donc c'est-à-dire que maintenant j'ai cette matrice A augmentée B. Donc après les opérations élémentaires sur les lignes, donc je peux facilement voir une relation entre A1, A2, entre V1, V2, V3, V4, V5. Parce que c'est essentiellement parce qu'on veut savoir quels sont les pivots, donc quels sont les pivots, et les autres sont comme des combinaisons linéaires des colonnes qui contiennent des pivots. Et donc, une fois on arrive à trouver une forme échelonnée pour cette matrice augmentée AB, on trouve une relation de V1, V2, V3, V4, V5. Une ou même plusieurs, parce qu'il y a des coefficients qui sont libres, qui pourraient bouger. Donc,
une fois qu'on a une relation comme ça entre les 5 vecteurs, et on arrive à trouver un vecteur dans leur intersection. Ok. Et donc il faut juste choisir le bon nombre de vecteurs dans cet ensemble. Ok, donc ça c'est un peu, plus compliqué. Ok, mais bon. Mais en fait, par exemple, pour A, donc bien sûr la dimension n'est pas égale à 0, parce qu'il y a déjà au moins un coefficient qui est non nul. Et est-ce que ça c'est égal à 2? Est-ce que ça c'est égal à 1? Si la dimension de A, si le rang de A est égal à 1, donc on doit avoir un seul colonne qui est libre, et les deux colonnes qui sont des multiples de la première colonne, mais dans ce cas, on peut observer que ce n'est pas le cas. Et donc, en fait, à la fin, on trouve que la dimension de A est égale à 2, et donc, c'est-à-dire que, par exemple, ici, donc on trouve V1, V2, et V4, V5 qui forment des bases pour F et G respectivement. Et après, on trouve que si on a 3 vecteurs libres au maximum dans F plus G, on doit avoir la dimension de F intercept G égale à 1. Et donc, dans ce cas-là, comment on trouve ce seul vecteur? Ben, il faut juste trouver une seule relation de V1, V2, V3, V4, V5. Okay. Mais niveau calcul, c'est juste les opérations élémentaires sur les lignes que vous avez déjà fait plusieurs fois. Et ici, c'est vraiment, comme dit théoriquement, comment on interprète tout ça au niveau de pivot et au niveau de colonne qui correspond. Okay. Ici, je ne veux pas répéter les opérations élémentaires, et donc je donne un autre exemple plus simple, dont la matrice est déjà presque échelonnée. Donc, par exemple, pour comprendre c'est-à-dire que maintenant j'ai V1, V2, V3, V4, V5, comme ça. Et donc le rang de A est égal à 2, essentiellement parce qu'il y a 2 pivots, et on obtient une écriture de V3 sous forme de combinaison linéaire de V1 et V2. Okay. Essentiellement parce que les colonnes qui contiennent des pivots forment une base de ce sous-espace vectoriel engendré par V1, V2 et V3. Okay. Et le rang de B est égal à 2, essentiellement parce que les deux colonnes ne sont pas collinaires, et donc ça forme une base. Et après, on regarde la matrice augmentée AD. Et c'est une matrice échelonnée déjà, où il y a 3 pivots. Et donc, une famille libre et génératrice par une base, c'est l'ensemble
V1, V2, V5. Ok? Donc, c'est-à-dire que V1, V2, V5 forment une base pour le sous-espace vectoriel F plus G. Ok? Et après, comment on détermine un vecteur dans leur intersection? Donc dans F intersecte G, on sait déjà qu'il faut trouver juste un seul vecteur non trivial. Mais comment le trouver? En fait, c'est par rapport à ça. Ici, on voit que V1, V2, V5 forment une base, et donc bien sûr, V3 est une combinaison binaire de V1, V2 et V5. Et c'est pareil pour V4. Ok. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est une relation comme ça. Où on doit avoir un vecteur non nul ici et ici. Ok. Donc grosso modo, on veut trouver une relation entre V1, V2, V3 et V4, V5 dont cette somme-là, ces parties-là et cette partie-là sont non nulles. Et ici, en fait, ici c'est un peu trop évident parce que V1 est égal à V4. Donc, c'est-à-dire que si on creuse juste 1, 0, 0 et 1, 0, ça marche. Okay. Mais grosso modo, il faut trouver une telle relation. Et surtout parce qu'on a déjà l'objectif, c'est-à-dire qu'on sait déjà combien de vecteurs on doit trouver dans cet ensemble, et donc c'est plus facile. Ici, on sait qu'une fois on trouvait un seul vecteur, et donc ça suffit pour engendrer F intersecte G. Et ici, j'ai déjà, par exemple, V1 et V4, donc on gagne. Mais sinon, sinon je pose n'importe quel V3 et V4. Par exemple, si je pose 1 et 2 et 1, et donc c'est-à-dire que maintenant, comment représenter 2 fois V3 moins 1 fois V4 en tant que combinaison linéaire de V1, V2 et V5? Et ben donc j'obtiens les coefficients de V1, V2, V5 et j'obtiens une relation comme ça. Il faut juste vérifier que ça c'est pas 0 et ça c'est pas 0. Et on obtient un autre vecteur, donc F1 de cette G. Okay. Et ici, F et G, c'est sous cette forme de image d'une application. Et parfois, on sait que, en fait, dans un sous-espace vectoriel, un noyau d'une application est toujours un sous-espace vectoriel. En fait, l'inverse est aussi. L'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire qu'un sous-espace vectoriel peut être toujours représenté comme le noyau d'une application. Et donc, dans ce cas-là, le noyau, l'intersection de deux noyaux sont faciles à calculer, puisque c'est quoi? C'est juste que on regarde toutes les équations ensemble de ces deux systèmes qui définissent le noyau. Okay. Donc un sous-espace vectoriel est toujours l'image d'une certaine application linéaire, est toujours le noyau d'une certaine application linéaire. Et l'inverse est aussi vrai, donc le noyau et l'image sont des sous-espaces vectoriels. Ok, donc très bien. Est-ce que vous avez encore des questions? Donc, on a terminé cette partie-là. Donc il nous reste juste la diagonalisation pour la partie d'algèbre, qui est le plus dur, je crois. Donc
Sinon, je vous remercie d'être venu.